Le comte de Monte-Cristo, tome 3, partie 35 du livre audio. Chapitre 82. L'effraction. Le lendemain du jour où avait eu lieu la conversation que nous venons de rapporter, le comte de Monte-Cristo était en effet parti pour Auteuil avec Ali, plusieurs domestiques et des chevaux qu'il voulait essayer. Ce qui avait surtout déterminé ce départ, auquel il ne songeait même pas la veille, et auquel Andrea ne songeait pas plus que lui, c'était l'arrivée de Bertuccio, qui, revenu de Normandie, rapportait des nouvelles de la maison et de la corvette. La maison était prête, et la corvette, arrivée depuis 8 jours et à l'ancre dans une petite anse où elle se tenait avec son équipage de 6 hommes, après avoir rempli toutes les formalités exigées, était déjà en état de reprendre la mer. Le comte loua le zèle de Bertuccio et l'invita à se préparer à un prompt départ, son séjour en France ne devant plus se prolonger au-delà d'1 mois. « Maintenant, lui dit-il, je puis avoir besoin d'aller en une nuit de Paris au Tréport. Je veux 8 relais échelonnés sur la route qui me permettent de faire 50 lieues en 10 heures. » « Votre Excellence avait déjà manifesté ce désir, » répondit Bertuccio, « et les chevaux sont prêts. Je les ai achetés et cantonnés moi-même aux endroits les plus commodes, c'est-à-dire dans des villages où personne ne s'arrête ordinairement. »« C'est bien, » dit Monte-Cristo. « Je reste ici 1 jour ou 2. Arrangez-vous en conséquence. » Comme Bertuccio allait sortir pour ordonner tout ce qui avait rapport à ce séjour, Baptistin ouvrit la porte. Il tenait une lettre sur un plateau de vermeil. « Que venez-vous faire ici ?» demanda le comte en le voyant tout couvert de poussière. « Je ne vous ai pas demandé, ce me semble. » Baptistin, sans répondre, s'approcha du comte et lui présenta la lettre. « Importante et pressée, dit-il. » Le comte ouvrit la lettre et lut. Monsieur de Monte-Cristo est prévenu que cette nuit même, un homme s'introduira dans sa maison des Champs-Élysées pour soustraire des papiers qu'il croit enfermés dans le secrétaire du cabinet de toilette. On sait monsieur le comte de Monte-Cristo assez brave pour ne pas recourir à l'intervention de la police, intervention qui pourrait compromettre fortement celui qui donne cet avis. Monsieur le comte, soit par une ouverture qui donnera de la chambre à coucher dans le cabinet, soit s'embusquant dans le cabinet, pourra se faire justice lui-même. Beaucoup de gens et de précautions apparentes éloigneraient certainement le malfaiteur et feraient perdre à monsieur de Monte-Cristo cette occasion de connaître un ennemi que le hasard a fait découvrir à la personne qui donne cet avis au comte, avis qu'elle n'aurait peut-être pas l'occasion de renouveler si, cette première entreprise échouant, le malfaiteur en renouvelait une autre. Le premier mouvement du comte fut de croire à une ruse de voleur, piège grossier qui lui signalait un danger médiocre pour l'exposer à un danger plus grave. Il allait donc faire porter la lettre à un commissaire de police, malgré la recommandation, et peut-être même à cause de la recommandation de l'ami anonyme, quand tout à coup l'idée lui vint que ce pouvait être, en effet, quelque ennemi particulier à lui, que lui seul pouvait reconnaître et dont, le cas échéant, lui seul pouvait tirer parti, comme avait fait Fiesque du Mort, qui avait voulu l'assassiner. On connaît le comte. Nous n'avons donc pas besoin de dire que c'était un esprit plein d'audace et de vigueur qui se raidissait contre l'impossible avec cette énergie qui fait seule les hommes supérieurs. Par la vie qu'il avait menée, par la décision qu'il avait prise et qu'il avait tenue de ne reculer devant rien, le comte en était venu à savourer des jouissances inconnues dans les luttes qu'il entreprenait parfois contre la nature, qui est Dieu, et contre le monde qui peut bien passer pour le diable. « Ils ne veulent pas me voler mes papiers, dit Monte-Cristo. Ils veulent me tuer. Ce ne sont pas des voleurs, ce sont des assassins. Je ne veux pas que monsieur le préfet de police se mêle de mes affaires particulières. Je suis assez riche, ma foi, pour dégrever en ceci le budget de son administration. » Le comte rappela Baptistin, qui était sorti de la chambre après avoir apporté la lettre.
« Vous allez retourner à Paris, dit-il. Vous ramènerez ici tous les domestiques qui restent. J'ai besoin de tout mon monde à Auteuil. » « Mais ne restera-t-il donc personne à la maison, monsieur le comte ?» demanda Baptistin. « Si fait, le concierge. Monsieur le comte réfléchira qu'il y a loin de la loge à la maison. Eh bien, on pourrait dévaliser tout le logis sans qu'il entendît le moindre bruit. Qui cela ? Mais des voleurs. Vous êtes un niais, monsieur Baptistin. Les voleurs dévalisassent-ils tout le logement ? Ne m'occasionneront jamais le désagrément que m'occasionnerait un service mal fait. Baptistin s'inclina. « Vous m'entendez, dit le comte. Ramenez vos camarades depuis le premier jusqu'au dernier, mais que tout reste dans l'état habituel. Vous fermerez les volets du rez-de-chaussée, voilà tout. Et ceux du premier ? Vous savez qu'on ne les ferme jamais. Allez. » Le comte fit dire qu'il dînerait seul chez lui et ne voulait être servi que par Ali. Il dîna avec sa tranquillité et sa sobriété habituelles, et après le dîner, faisant signe à Ali de le suivre, il sortit par la petite porte, gagna le bois de Boulogne comme s'il se promenait, prit sans affectation le chemin de Paris, et à la nuit tombante, se trouva en face de la maison des Champs-Élysées. Tout était sombre. Seule une faible lumière brillait dans la loge du concierge, distante d'une 40aine de pas de la maison, comme l'avait dit Baptistin. Monte Cristo s'adossa à un arbre et, de cet œil qui se trompait si rarement, sonda la double allée, examina les passants et plongea son regard dans les rues voisines, afin de voir si quelqu'un n'était point embusqué. Au bout de 10 minutes, il fut convaincu que personne ne le guettait. Il courut aussitôt à la petite porte avec Ali, entra précipitamment et, par l'escalier de service, dont il avait la clé, rentra dans sa chambre à coucher, sans ouvrir ou déranger un seul rideau, sans que le concierge lui-même pût se douter que la maison, qu'il croyait vide, avait retrouvé son principal habitant. Arrivé dans la chambre à coucher, le comte fit signe à Ali de s'arrêter. Puis il passa dans le cabinet, qu'il examina. Tout était dans l'état habituel. Le précieux secrétaire à sa place et la clé au secrétaire. Il le ferma à double tour, prit la clé, revint à la porte de la chambre à coucher, enleva la double gâche du verrou et rentra. Pendant ce temps, Ali apportait sur une table les armes que le comte lui avait demandées, c'est-à-dire une carabine courte et une paire de pistolets doubles dont les canons superposés permettaient de viser aussi sûrement qu'avec des pistolets de tir. Armé ainsi, le comte tenait la vie de 5 hommes entre ses mains. Il était 9h30 à peu près. Le comte et Ali mangèrent à la hâte un morceau de pain et burent un verre de vin d'Espagne. Puis Monte Cristo fit glisser un de ces panneaux mobiles qui lui permettaient de voir d'une pièce dans l'autre. Il avait à sa portée ses pistolets et sa carabine, et Ali, debout près de lui, tenait à la main une de ces petites haches arabes qui n'ont pas changé de forme depuis les croisades. Par une des fenêtres de la chambre à coucher, parallèle à celle du cabinet, le comte pouvait voir dans la rue. 2 heures se passèrent ainsi. Il faisait l'obscurité la plus profonde, et cependant Ali, grâce à sa nature sauvage, et cependant le comte, grâce sans doute à une qualité acquise, distinguait dans cette nuit jusqu'aux plus faibles oscillations des arbres de la cour. Depuis longtemps, la petite lumière de la loge du concierge s'était éteinte. Il était à présumer que l'attaque, si réellement il y avait une attaque projetée, aurait lieu par l'escalier du rez-de-chaussée et non par une fenêtre. Dans les idées de Monte Cristo, les malfaiteurs en voulaient à sa vie et non à son argent. C'était donc à sa chambre à coucher qu'ils s'attaqueraient, et ils parviendraient à sa chambre à coucher soit par l'escalier dérobé, soit par la fenêtre du cabinet. Il plaça Ali devant la porte de l'escalier et continua de surveiller le cabinet. 11h03 sonnèrent à l'horloge des Invalides. Le vent d'ouest apportait sur ces humides bouffées la lugubre vibration des 3 coups. Comme le dernier coup s'éteignait, le comte crut entendre un léger bruit du côté du cabinet. Ce premier bruit, ou plutôt ce premier grincement,
fut suivi d'un second, puis d'un troisième. Au quatrième, le comte savait à quoi s'en tenir. Une main ferme et exercée était occupée à couper les 4 côtés d'une vitre avec un diamant. Le comte sentit battre plus rapidement son cœur. Si endurcis au danger que soient les hommes, si bien prévenus qu'ils soient du péril, ils comprennent toujours, au frémissement de leur cœur et au frissonnement de leur chair, la différence énorme qui existe entre le rêve et la réalité, entre le projet et l'exécution. Cependant, Monte Cristo ne fit qu'un signe pour prévenir Ali. Celui-ci, comprenant que le danger était du côté du cabinet, fit un pas pour se rapprocher de son maître. Monte Cristo était avide de savoir à quels ennemis et à combien d'ennemis il avait affaire. La fenêtre où l'on travaillait était en face de l'ouverture par laquelle le comte plongeait son regard dans le cabinet. Ses yeux se fixèrent donc vers cette fenêtre. Il vit une ombre se dessiner, plus épaisse sur l'obscurité. Puis, un des carreaux devint tout à fait opaque, comme si l'on y collait du dehors une feuille de papier. Puis le carreau craqua sans tomber. Par l'ouverture pratiquée, un bras passa qui chercha l'espagnolette. Une seconde après, la fenêtre tourna sur ses gonds et un homme entra. L'homme était seul. « Voilà un hardi coquin », murmura le comte. En ce moment, il sentit qu'Ali lui touchait doucement l'épaule. Il se retourna. Ali lui montrait la fenêtre de la chambre où ils étaient et qui donnait sur la rue. Monte Cristo fit 3 pas vers cette fenêtre. Il connaissait l'exquise délicatesse des sens du fidèle serviteur. En effet, il vit un autre homme qui se détachait d'une porte et, montant sur une borne, semblait chercher à voir ce qui se passait chez le comte. « Bon, dit-il, ils sont 2. L'un agit, l'autre guette. » Il fit signe à Ali de ne pas perdre des yeux l'homme de la rue et revint à celui du cabinet. Le coupeur de vitres était entré et s'orientait, les bras tendus en avant. Enfin, il parut s'être rendu compte de toute chose. Il y avait 2 portes dans le cabinet. Il alla pousser les verrous de toutes 2. Lorsqu'il s'approcha de celle de la chambre à coucher, Monte Cristo crut qu'il venait pour entrer et prépara un de ses pistolets. Mais il entendit simplement le bruit des verrous glissant dans leurs anneaux de cuivre. C'était une précaution, voilà tout. Le nocturne visiteur, ignorant le soin qu'avait pris le comte d'enlever les gâches, pouvait désormais se croire chez lui et agir en toute tranquillité. Seul et libre de tous ses mouvements, l'homme alors tira de sa large poche quelque chose que le comte ne put distinguer, posa ce quelque chose sur un guéridon, puis il alla droit au secrétaire, le palpa à l'endroit de la serrure et s'aperçut que, contre son attente, la clé manquait. Mais le casseur de vitres était un homme de précaution et qui avait tout prévu. Le comte entendit bientôt ce froissement du fer contre le fer que produit, quand on le remue, ce trousseau de clés informe qu'apportent les serruriers quand on les envoie chercher pour ouvrir une porte et auquel les voleurs ont donné le nom de rossignols. Sans doute à cause du plaisir qu'ils éprouvent à entendre leur chant nocturne lorsqu'ils grincent contre le pêne de la serrure. « Ah ah !» murmura Monte Cristo avec un sourire de désappointement. « Ce n'est qu'un voleur. » Mais l'homme, dans l'obscurité, ne pouvait choisir l'instrument convenable. Il eut alors recours à l'objet qu'il avait posé sur le guéridon. Il fit jouer un ressort, et aussitôt une lumière pâle, mais assez vive cependant pour qu'on pût voir, envoya son reflet doré sur les mains et sur le visage de cet homme. « Tiens !» fit tout à coup Monte Cristo en se reculant avec un mouvement de surprise. « C'est... » Ali leva sa hache. « Ne bouge pas, » lui dit Monte Cristo tout bas, « et laisse là ta hache. Nous n'avons plus besoin d'armes ici. » Puis il ajouta quelques mots en baissant encore la voix, car l'exclamation, si faible qu'elle fût, que la surprise avait arrachée au comte, avait suffi pour faire tressaillir l'homme qui était resté dans la pose du rémouleur antique. C'était un ordre que venait de donner le comte,
car aussitôt Ali s'éloigna sur la pointe du pied, détacha de la muraille de l'alcôve un vêtement noir et un chapeau triangulaire. Pendant ce temps, Monte Cristo ôtait rapidement sa redingote, son gilet et sa chemise, et l'on pouvait, grâce aux rayons de lumière filtrant par la fente du panneau, reconnaître sur la poitrine du comte une de ces souples et fines tuniques de mailles d'acier dont la dernière, dans cette France où l'on ne craint plus les poignards, fut peut-être portée par le roi Louis XVI, qui craignait le couteau pour sa poitrine et qui fut frappé d'une hache à la tête. Cette tunique disparut bientôt sous une longue soutane, comme les cheveux du comte sous une perruque à tonsure. Le chapeau triangulaire, placé sur la perruque, acheva de changer le comte en abbé. Cependant, l'homme, n'entendant plus rien, s'était relevé, et pendant le temps que Monte Cristo opérait sa métamorphose, était allé droit au secrétaire, dont la serrure commençait à craquer sous son rossignol. « Bon, » murmura le comte, lequel se reposait sans doute sur quelque secret de serrurerie qui devait être inconnu au crocheteur de porte, si habile qu'il fût bon. « Tu en as pour quelques minutes. » Et il alla à la fenêtre. L'homme qu'il avait vu monter sur une borne en était descendu et se promenait toujours dans la rue, mais, chose singulière, au lieu de s'inquiéter de ceux qui pouvaient venir, soit par l'avenue des Champs-Élysées, soit par le faubourg Saint-Honoré, il ne paraissait préoccupé que de ce qui se passait chez le comte, et tous ses mouvements avaient pour but de voir ce qui se passait dans le cabinet. Monte Cristo, tout à coup, se frappa le front et laissa errer sur ses lèvres entr'ouvertes un rire silencieux. Puis, se rapprochant d'Ali, « Demeure ici, lui dit-il tout bas, caché dans l'obscurité. Et quel que soit le bruit que tu entendes, quelque chose qui se passe, n'entre et ne te montre que si je t'appelle par ton nom. » Ali fit signe de la tête qu'il avait compris et qu'il obéirait. Alors Monte Cristo tira d'une armoire une bougie tout allumée, et au moment où le voleur était le plus occupé à sa serrure, il ouvrit doucement la porte, ayant soin que la lumière qu'il tenait à la main donnât tout entière sur son visage. La porte tourna si doucement que le voleur n'entendit pas le bruit. Mais, à son grand étonnement, il vit tout à coup la chambre s'éclairer. Il se retourna. « Eh, bonsoir, cher monsieur Caderousse, dit Monte Cristo. Que diable venez-vous donc faire ici à une pareille heure ? » « L'abbé Busoni » s'écria Caderousse. Et ne sachant comment cette étrange apparition était venue jusqu'à lui, puisqu'il avait fermé les portes, il laissa tomber son trousseau de fausses clés et resta immobile et comme frappé de stupeur. Le comte alla se placer entre Caderousse et la fenêtre, coupant ainsi au voleur terrifié son seul moyen de retraite. « L'abbé Busoni » répéta Caderousse en fixant sur le comte des yeux hagards. « Eh bien, sans doute. L'abbé Busoni, reprit Monte Cristo. Lui-même, en personne. Et je suis bien aise que vous me reconnaissiez, mon cher monsieur Caderousse. Cela prouve que nous avons bonne mémoire, car, si je ne me trompe, voilà tantôt 10 ans que nous ne nous sommes vus. » Ce calme, cette ironie, cette puissance frappèrent l'esprit de Caderousse d'une terreur vertigineuse. « L'abbé, l'abbé !» murmura-t-il en crispant ses poings et en faisant claquer ses dents. « Nous voulons donc voler le comte de Monte Cristo, continua le prétendu abbé. « Monsieur l'abbé, murmura Caderousse, cherchant à gagner la fenêtre, que lui interceptait impitoyablement le comte. « Monsieur l'abbé, je ne sais, je vous prie de croire, je vous jure. »« Un carreau coupé, continua le comte, une lanterne sourde, un trousseau de rossignols, un secrétaire à demi forcé, c'est clair, cependant. » Caderousse s'étranglait avec sa cravate. Il cherchait un angle où se cacher, un trou par où disparaître. « Allons, dit le comte, je vois que vous êtes toujours le même, monsieur l'assassin. »
Monsieur l'abbé, puisque vous savez tout, vous savez que ce n'est pas moi, que c'est la carconte. Ça a été reconnu au procès, puisqu'ils ne m'ont condamné qu'aux galères. Vous avez donc fini votre temps, que je vous retrouve en train de vous y faire ramener? Non, monsieur l'abbé, j'ai été délivré par quelqu'un. Ce quelqu'un-là a rendu un charmant service à la société. Ah, dit Caderousse, j'avais cependant bien promis. Ainsi, vous êtes en rupture de ban? Interrompit Monte Cristo. Hélas, oui, fit Caderousse, très inquiet. Mauvaise récidive. Cela vous conduira, si je ne me trompe, à la place de grève. Tant pis, diavolo, comme disent les mondains de mon pays. Monsieur l'abbé, je cède à un entraînement. Tous les criminels disent cela. Le besoin. Laissez donc, dit dédaigneusement Busoni. Le besoin peut conduire à demander l'aumône, à voler un pain à la porte d'un boulanger, mais non à venir forcer un secrétaire dans une maison que l'on croit inhabitée. Et lorsque le bijoutier Johannes venait de vous compter 45 000 francs en échange du diamant que je vous avais donné, et que vous l'avez tué pour avoir le diamant et l'argent, était-ce aussi le besoin? Pardon, monsieur l'abbé, dit Caderousse. Vous m'avez déjà sauvé une fois. Sauvez-moi encore une seconde. Cela ne m'encourage pas. Êtes-vous seul, monsieur l'abbé? Demanda Caderousse en joignant les mains. Ou bien avez-vous là des gendarmes tout prêts à me prendre? Je suis tout seul, dit l'abbé, et j'aurai encore pitié de vous, et je vous laisserai aller au risque des nouveaux malheurs que peut amener ma faiblesse, si vous me dites toute la vérité. Ah, monsieur l'abbé, s'écria Caderousse en joignant les mains et en se rapprochant d'un pas de Monte Cristo. Je puis bien vous dire que vous êtes mon sauveur, vous. Vous prétendez qu'on vous a délivré du bagne? Oh, ça, foi de Caderousse, monsieur l'abbé. Qui cela? Un Anglais. Comment s'appelait-il? Lord Wilmore. Je le connais. Je saurai donc si vous mentez. Monsieur l'abbé, je dis la vérité pure. Cet Anglais vous protégeait donc? Non, pas moi, mais un jeune Corse qui était mon compagnon de chaîne. Comment se nommait ce jeune Corse? Benedetto. C'est un nom de baptême. Il n'en avait pas d'autre. C'était un enfant trouvé. Alors ce jeune homme s'est évadé avec vous? Oui. Comment cela? Nous travaillons à Saint-Mandrier, près de Toulon. Connaissez-vous Saint-Mandrier? Je le connais. Eh bien, pendant qu'on dormait, de midi à 1 heure, des forçats qui font la sieste. Plaignez donc ces gaillards-là, dit l'abbé. Dame, fit Caderousse, on ne peut pas toujours travailler, on n'est pas des chiens. Heureusement pour les chiens, dit Monte Cristo. Pendant que les autres faisaient donc la sieste, nous nous sommes éloignés un petit peu, nous avons scié nos fers avec une lime que nous avait fait parvenir l'Anglais, et nous nous sommes sauvés à la nage. Et qu'est devenu ce Benedetto? Je n'en sais rien. Vous devez le savoir, cependant. Non, en vérité, nous nous sommes séparés à hier. Et, pour donner plus de poids à sa protestation, Caderousse fit encore un pas vers l'abbé qui demeura immobile à sa place, toujours calme et interrogateur. « Vous mentez, dit l'abbé Busoni, avec un accent d'irrésistible autorité. « Monsieur l'abbé, vous mentez. Cet homme est encore votre ami, et vous vous servez de lui comme d'un complice, peut-être. Oh, monsieur l'abbé, depuis que vous avez quitté Toulon, comment avez-vous vécu? Répondez. Comme j'ai pu. Vous mentez, reprit une troisième fois l'abbé avec un accent plus impératif encore. Caderousse, terrifié, regarda le comte. Vous avez vécu, reprit celui-ci, de l'argent qu'il vous a donné. Eh bien, c'est vrai, dit Caderousse. Benedetto est devenu un fils de grand seigneur. Comment peut-il être fils de grand seigneur? Fils naturel. Et comment nommez-vous ce grand seigneur? Le comte de Monte Cristo, celui-là même chez qui nous sommes. Benedetto, le fils du comte,
reprit Monte Cristo, étonné à son tour. Dame, il faut bien croire, puisque le comte lui a trouvé un faux père, puisque le comte lui fait 4000 francs par mois, puisque le comte lui laisse 500 000 francs par son testament. Ah ah, dit le faux abbé, qui commençait à comprendre. Et quel nom porte, en attendant, ce jeune homme? Il s'appelle Andrea Cavalcanti. Alors c'est ce jeune homme que mon ami le comte de Monte Cristo reçoit chez lui et qui va épouser mademoiselle Danglars? Justement. Et vous souffrez cela, misérable, vous qui connaissez sa vie et sa flétrissure? Pourquoi voulez-vous que j'empêche un camarade de réussir? Dit Caderousse. C'est juste. Ce n'est pas à vous de prévenir monsieur Danglars, c'est à moi. Ne faites pas cela, monsieur l'abbé. Et pourquoi? Parce que c'est notre pain que vous nous feriez perdre. Et vous croyez que, pour conserver le pain à des misérables comme vous, je me ferais le fauteur de leurs ruses, le complice de leurs crimes? Monsieur l'abbé, dit Caderousse en se rapprochant encore. Je dirai tout. À qui? À monsieur Danglars. Tron de l'air! S'écria Caderousse en tirant un couteau tout ouvert de son gilet et en frappant le comte au milieu de la poitrine. Tu ne diras rien, l'abbé! Au grand étonnement de Caderousse, le poignard, au lieu de pénétrer dans la poitrine du comte, rebroussa, émoussé. En même temps, le comte saisit de la main gauche le poignet de l'assassin et le tordit avec une telle force que le couteau tomba de ses doigts raidis et que Caderousse poussa un cri de douleur. Mais le comte, sans s'arrêter à ce cri, continua de tordre le poignet du bandit jusqu'à ce que, le bras disloqué, il tomba d'abord à genoux, puis ensuite la face contre terre. Le comte appuya son pied sur sa tête et dit « Je ne sais qui me retient de te briser le crâne. Scélérat !»« Ah, grâce, grâce !» cria Caderousse. Le comte retira son pied. « Relève-toi !» dit-il. Caderousse se releva. « Tudieu, quel poignet vous avez, monsieur l'abbé !» dit Caderousse, caressant son bras tout meurtri par les tenailles de chair qu'il avait étreint. « Tudieu, quel poignet !»« Silence ! Dieu me donne la force de dompter une bête féroce comme toi. C'est au nom de ce Dieu que j'agis. Souviens-toi de cela, misérable, et t'épargner en ce moment, c'est encore servir les desseins de Dieu. »« Ouf !» fit Caderousse, tout endolori. « Prends cette plume et ce papier, et écris ce que je vais te dicter. »« Je ne sais pas écrire, monsieur l'abbé. »« Tu mens. Prends cette plume et écris. » Caderousse, subjugué par cette puissance supérieure, s'assit et écrivit. « Monsieur, l'homme que vous recevez chez vous et à qui vous destinez votre fille est un ancien forçat échappé avec moi du bagne de Toulon. Il portait le numéro 59 et moi le numéro 58. Il se nommait Benedetto, mais il ignore lui-même son véritable nom, n'ayant jamais connu ses parents. Signe, continua le comte. Mais vous voulez donc me perdre? Si je voulais te perdre, imbécile, je te traînerais jusqu'au premier corps de garde. D'ailleurs, à l'heure où le billet sera rendu à son adresse, il est probable que tu n'auras plus rien à craindre. Signe donc. Caderousse signa. L'adresse: à monsieur le baron Danglars, banquier, rue de la Chaussée-d'Antin. Caderousse écrivit l'adresse. L'abbé prit le billet. Maintenant, dit-il, c'est bien. Va-t'en. Par où? Par où tu es venu? Vous voulez que je sorte par cette fenêtre? Tu y es bien rentré? Vous méditez quelque chose contre moi, monsieur l'abbé? Imbécile, que veux-tu que je médite? Pourquoi ne pas m'ouvrir la porte? À quoi bon réveiller le concierge? Monsieur l'abbé, dites-moi que vous ne voulez pas ma mort. Je veux ce que Dieu veut. Mais jurez-moi que vous ne me frapperez pas tandis que je descendrai. Sot et lâche que tu es. Que voulez-vous faire de moi? Je te le demande.
J'ai essayé d'en faire un homme heureux, et je n'en ai fait qu'un assassin. Monsieur l'abbé, dit Caderousse, tentez une dernière épreuve. Soit, dit le comte. Écoute, tu sais que je suis un homme de parole. Oui, dit Caderousse. Si tu rentres chez toi sain et sauf. À moins que ce ne soit de vous, qu'ai-je à craindre? Si tu rentres chez toi sain et sauf, quitte Paris, quitte la France, et partout où tu seras, tant que tu te conduiras honnêtement, je te ferai passer une petite pension. Car si tu rentres chez toi sain et sauf, eh bien, demanda Caderousse en frémissant. Eh bien, je croirai que Dieu t'a pardonné, et je te pardonnerai aussi. Vrai, comme je suis chrétien, balbutia Caderousse en reculant, vous me faites mourir de peur. Allons, va-t'en, dit le comte en montrant du doigt la fenêtre à Caderousse. Caderousse, encore mal rassuré par cette promesse, enjamba la fenêtre et mit le pied sur l'échelle. Là, il s'arrêta tremblant. « Maintenant, descends, dit l'abbé en se croisant les bras. Caderousse commença de comprendre qu'il n'y avait rien à craindre de ce côté et descendit. Alors le comte s'approcha avec la bougie, de sorte qu'on put distinguer des Champs-Élysées cet homme qui descendait d'une fenêtre, éclairé par un autre homme. « Que faites-vous donc, monsieur l'abbé » dit Caderousse. « S'il passait une patrouille » Et il souffla la bougie. Puis il continua de descendre. Mais ce ne fut que lorsqu'il sentit le sol du jardin sous son pied qu'il fut suffisamment rassuré. Monte Cristo rentra dans sa chambre à coucher, et jetant un coup d'œil rapide du jardin à la rue, il vit d'abord Caderousse qui, après être descendu, faisait un détour dans le jardin et allait planter son échelle à extrémité de la muraille, afin de sortir à une autre place que celle par laquelle il était entré. Puis, passant du jardin à la rue, il vit l'homme, qui semblait attendre, courir parallèlement dans la rue et se placer derrière l'angle même près duquel Caderousse allait descendre. Caderousse monta lentement sur l'échelle et, arrivé aux derniers échelons, passa sa tête par-dessus le chaperon pour s'assurer que la rue était bien solitaire. On ne voyait personne. On n'entendait aucun bruit. 1 heure sonna aux Invalides. Alors Caderousse se mit à cheval sur le perron et, tirant à lui son échelle, la passa par-dessus le mur. Puis il se mit en devoir de descendre, ou plutôt de se laisser glisser le long des 2 montants, manœuvre qu'il opéra avec une adresse qui prouva l'habitude qu'il avait de cet exercice. Mais, une fois lancé sur la pente, il ne put s'arrêter. Vainement il vit un homme s'élancer dans l'ombre au moment où il était à moitié chemin. Vainement il vit un bras se lever au moment où il touchait la terre. Avant qu'il eût pu se mettre en défense, ce bras le frappa si furieusement dans le dos qu'il lâcha l'échelle en criant « Au secours !» Un second coup lui arriva presque aussitôt dans le flanc et il tomba en criant « Au meurtre !» Enfin, comme il se roulait sur la terre, son adversaire le saisit aux cheveux et lui porta un 3e coup dans la poitrine. Cette fois, Caderousse voulut crier encore, mais il ne put pousser qu'un gémissement et laissa couler en gémissant les 3 ruisseaux de sang qui sortaient de ses 3 blessures. L'assassin, voyant qu'il ne criait plus, lui souleva la tête par les cheveux. Caderousse avait les yeux fermés et la bouche tordue. L'assassin le crut mort, laissa retomber la tête et disparut. Alors Caderousse, le sentant s'éloigner, se redressa sur son coude et d'une voix mourante cria dans un suprême effort « À l'assassin ! Je meurs ! À moi, monsieur l'abbé, à moi !» Ce lugubre appel perça l'ombre de la nuit. La porte de l'escalier dérobé s'ouvrit, puis la petite porte du jardin, et Ali et son maître accoururent avec des lumières. Chapitre 83. La main de Dieu. Caderousse continuait de crier d'une voix lamentable. « Monsieur l'abbé,
Au secours! Au secours! Qu'y a-t-il? Demanda Monte Cristo. À mon secours! Répéta Caderousse. On m'a assassiné! Nous voici. Du courage! Ah, c'est fini. Vous arrivez trop tard. Vous arrivez pour me voir mourir. Quel coup! Que de sang! Et il s'évanouit. Ali et son maître prirent le blessé et le transportèrent dans une chambre. Là, Monte Cristo fit signe à Ali de le déshabiller, et il reconnut les 3 terribles blessures dont il était atteint. « Mon Dieu, dit-il, votre vengeance se fait parfois attendre, mais je crois qu'alors elle ne descend du ciel que plus complète. » Ali regarda son maître comme pour lui demander ce qu'il y avait à faire. « Va chercher monsieur le procureur du roi Villefort, qui demeure faubourg Saint-Honoré, et amène-le ici. En passant, tu réveilleras le concierge, et tu lui diras d'aller chercher un médecin. » Ali obéit et laissa le faux abbé seul avec Caderousse, toujours évanoui. Lorsque le malheureux rouvrit les yeux, le comte, assis à quelques pas de lui, le regardait avec une sombre expression de pitié, et ses lèvres, qui s'agitaient, semblaient murmurer une prière. « Un chirurgien, monsieur l'abbé, un chirurgien, dit Caderousse. « On en est allé chercher un, répondit l'abbé. Je sais bien que c'est inutile quant à la vie, mais il pourra me donner des forces peut-être, et je veux avoir le temps de faire ma déclaration. Sur quoi? Sur mon assassin. Vous le connaissez donc? Si je le connais? Oui, je le connais. C'est Benedetto. Ce jeune Corse? Lui-même. Votre compagnon? Oui, après m'avoir donné le plan de la maison du comte, espérant sans doute que je le tuerais et qu'il deviendrait ainsi son héritier, ou qu'il me tuerait et qu'il serait ainsi débarrassé de moi, il m'a attendu dans la rue et m'a assassiné. En même temps que j'ai envoyé chercher le médecin, j'ai envoyé chercher le procureur du roi. Il arrivera trop tard, dit Caderousse. Je sens tout mon sang qui s'en va. Attendez, dit Monte Cristo. Il sortit et rentra 5 minutes après avec un flacon. Les yeux du moribond, effrayants de fixité, n'avaient point, en son absence, quitté cette porte par laquelle il devinait instinctivement qu'un secours allait lui venir. « Dépêchez-vous, monsieur l'abbé, dépêchez-vous, dit-il. Je sens que je m'évanouis encore. » Monte Cristo s'approcha et versa sur les lèvres violettes du blessé 3 ou 4 gouttes de la liqueur que contenait le flacon. Caderousse poussa un soupir. « Oh, dit-il, c'est la vie que vous me versez là. Encore, encore. » « 2 gouttes de plus vous tueraient, répondit l'abbé. « Oh, qu'il vienne donc quelqu'un à qui je puisse dénoncer le misérable. » « Voulez-vous que j'écrive votre déposition ? Vous la signerez. »« Oui, oui, dit Caderousse, dont les yeux brillaient à l'idée de cette vengeance posthume. Monte Cristo écrivit. « Je meurs assassiné par le Corse Benedetto, mon compagnon de chaîne, à Toulon, sous le numéro 59. Dépêchez-vous, dépêchez-vous, dit Caderousse. Je ne pourrai plus signer. » Monte Cristo présenta la plume à Caderousse, qui rassembla ses forces, signa et retomba sur son lit en disant « Vous raconterez le reste, monsieur l'abbé. Vous direz qu'il se fait appeler Andrea Cavalcanti, qu'il loge à l'hôtel des Princes, que... Ah, mon Dieu, voilà que je meurs !» Et Caderousse s'évanouit pour la seconde fois. L'abbé lui fit respirer l'odeur du flacon. Le blessé rouvrit les yeux. Son désir de vengeance ne l'avait pas abandonné pendant son évanouissement. « Ah, vous direz tout cela, n'est-ce pas, monsieur l'abbé ? » ?»« Tout cela, oui, et bien d'autres choses encore. »« Que direz-vous ? » ?»« Je dirai qu'il vous avait sans doute donné le plan de cette maison dans l'espérance que le comte vous tuerait. Je dirai qu'il avait prévenu le comte par un billet. Je dirai que, le comte étant absent, c'est moi qui ai reçu ce billet et qui ai veillé pour vous attendre. »« Et il sera guillotiné, n'est-ce pas ? » dit Caderousse. «
Il sera guillotiné, vous me le promettez. Je meurs avec cet espoir-là. Cela va m'aider à mourir. Je dirai, continua le comte, qu'il est arrivé derrière vous, qu'il vous a guetté tout le temps, que lorsqu'il vous a vu sortir, il a couru à l'angle du mur et s'est caché. Vous avez donc vu tout cela, vous? Rappelez-vous mes paroles. Si tu rentres chez toi sain et sauf, je croirai que Dieu t'a pardonné, et je te pardonnerai aussi. Et vous ne m'avez pas averti? S'écria Caderousse en essayant de se soulever sur son coude. Vous saviez que j'allais être tué en sortant d'ici, et vous ne m'avez pas averti? Non, car dans la main de Benedetto, je voyais la justice de Dieu, et j'aurais cru commettre un sacrilège en m'opposant aux intentions de la Providence. La justice de Dieu? Ne m'en parlez pas, monsieur l'abbé. S'il y avait une justice de Dieu, vous savez mieux que personne qu'il y a des gens qui seraient punis et qui ne le sont pas. Patience, dit l'abbé d'un ton qui fit frémir le moribond. Patience. Caderousse le regarda avec étonnement. Et puis, dit l'abbé, Dieu est plein de miséricorde pour tous, comme il a été pour toi. Il est père avant d'être juge. Ah, vous croyez donc à Dieu, vous, dit Caderousse. Si j'avais le malheur de n'y pas avoir cru jusqu'à présent, dit Monte Cristo, j'y croirais en te voyant. Caderousse leva les poings crispés au ciel. Écoute, dit l'abbé en étendant la main sur le blessé, comme pour lui commander la foi. Voilà ce qu'il a fait pour toi, ce Dieu que tu refuses de reconnaître à ton dernier moment. Il t'avait donné la santé, la force, un travail assuré, des amis même. La vie enfin telle qu'elle doit se présenter à l'homme pour être douce avec le calme de la conscience et la satisfaction des désirs naturels. Au lieu d'exploiter ces dons du Seigneur, si rarement accordés par lui dans leur plénitude, voilà ce que tu as fait, toi. Tu t'es adonné à la fainéantise, à l'ivresse, et dans l'ivresse, tu as trahi un de tes meilleurs amis. « Au secours !» s'écria Caderousse. « Je n'ai pas besoin d'un prêtre, mais d'un médecin. Peut-être que je ne suis pas blessé à mort, peut-être que je ne vais pas encore mourir, peut-être qu'on peut me sauver. » Tu es si bien blessé à mort que, sans les 3 gouttes de liqueur que je t'ai données tout à l'heure, tu aurais déjà expiré. Écoute donc. Ah, murmura Caderousse, quel étrange prêtre vous faites, qui désespérez les mourants au lieu de les consoler. Écoute, continua l'abbé, quand tu as eu trahi ton ami, Dieu a commencé, non pas de te frapper, mais de t'avertir. Tu es tombé dans la misère et tu as eu faim. Tu avais passé à envier la moitié d'une vie que tu pouvais passer à acquérir. Et déjà tu songeais au crime en te donnant à toi-même l'excuse de la nécessité, quand Dieu fit pour toi un miracle, quand Dieu, par mes mains, t'envoya au sein de ta misère une fortune, brillante pour toi, malheureux, qui n'avais jamais rien possédé. Mais cette fortune inattendue, inespérée, inouïe, ne te suffit plus du moment où tu la possèdes. Tu veux la doubler. Par quel moyen? Par un meurtre. Tu la doubles, et alors Dieu te l'arrache en te conduisant devant la justice humaine. « Ce n'est pas moi, dit Caderousse, qui ai voulu tuer le juif, c'est la Carconte. »« Oui, dit Monte Cristo. Aussi Dieu toujours, je ne dirai pas juste cette fois, car sa justice t'eût donné la mort, mais Dieu, toujours miséricordieux, permit que tes juges fussent touchés à tes paroles et te laissassent la vie. Par Dieu, pour m'envoyer au bagne à perpétuité, la belle grâce. Cette grâce, misérable, tu la regardas cependant comme une grâce quand elle te fut faite. Ton lâche cœur, qui tremblait devant la mort, bondit de joie à l'annonce d'une honte perpétuelle, car tu t'es dit, comme tous les forçats, il y a une porte au bagne, il n'y en a pas à la tombe. Et tu avais raison, car cette porte du bagne s'est ouverte pour toi d'une manière inespérée. Un Anglais visite Toulon,
Il avait fait le vœu de tirer 2 hommes de l'infamie. Son choix tombe sur toi et sur ton compagnon. Une seconde fortune descend pour toi du ciel. Tu retrouves à la fois l'argent et la tranquillité. Tu peux recommencer à vivre de la vie de tous les hommes, toi qui avais été condamné à vivre de celle des forçats. Alors, misérable, alors tu te mets à tenter Dieu une 3e fois. Je n'ai pas assez, dis-tu, quand tu avais plus que tu n'avais possédé jamais, et tu commets un 3e crime, sans raison, sans excuse. Dieu s'est fatigué. Dieu t'a puni. Caderousse s'affaiblissait, à vue d'œil. « À boire, dit-il. J'ai soif. Je brûle. » Monte Cristo lui donna un verre d'eau. « Scélérat de Benedetto, dit Caderousse en rendant le verre. Il échappera cependant, lui. Personne n'échappera. C'est moi qui te le dis, Caderousse. Benedetto sera puni. Alors vous serez puni, vous aussi, dit Caderousse, car vous n'avez pas fait votre devoir de prêtre. Vous deviez empêcher Benedetto de me tuer. Moi, dit le comte avec un sourire qui glaça d'effroi le mourant, moi, empêcher Benedetto de te tuer au moment où tu venais de briser ton couteau contre la cotte de maille qui me couvrait la poitrine? Oui, peut-être, si je t'eusse trouvé humble et repentant, j'eusse empêché Benedetto de te tuer. Mais je t'ai trouvé orgueilleux et sanguinaire, et j'ai laissé s'accomplir la volonté de Dieu. Je ne crois pas à Dieu, hurla Caderousse. Tu n'y crois pas non plus. Tu mens, tu mens. Tais-toi, dit l'abbé, car tu fais jaillir hors de ton corps les dernières gouttes de ton sang. Ah, tu ne crois pas en Dieu, et tu meurs frappé par Dieu. Ah, tu ne crois pas en Dieu, et Dieu qui, cependant, ne demande qu'une prière, qu'un mot, qu'une larme pour pardonner. Dieu qui pouvait diriger le poignard de l'assassin, de manière que tu expirasses sur le coup. Dieu t'a donné un quart d'heure pour te repentir. Rentre donc en toi-même, malheureux, et repens-toi. Non, dit Caderousse, non, je ne me repens pas. Il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de providence, il n'y a que du hasard. Il y a une providence. Il y a un Dieu, dit Monte Cristo. Et la preuve, c'est que tu es là, gisant, désespéré, reniant Dieu, et que, moi, je suis debout devant toi, riche, heureux, sain et sauf, et joignant les mains devant Dieu auquel tu essaies de ne pas croire, et auquel, cependant, tu crois au fond du cœur. Mais qui donc êtes-vous alors? Demanda Caderousse en fixant ses yeux mourants sur le comte. Regarde-moi bien, dit Monte Cristo en prenant la bougie et l'approchant de son visage. Eh bien, l'abbé Busoni. Monte Cristo enleva la perruque qui le défigurait et laissa retomber les beaux cheveux noirs qui encadraient si harmonieusement son pâle visage. Oh, dit Caderousse épouvanté, si ce n'étaient ces cheveux noirs, je dirais que vous êtes l'Anglais. Je dirais que vous êtes Lord Wilmore. Je ne suis ni l'abbé Busoni, ni Lord Wilmore, dit Monte Cristo. Regarde mieux, regarde plus loin, regarde dans tes premiers souvenirs. Il y avait dans cette parole du comte une vibration magnétique dont les sens épuisés du misérable furent ravivés une dernière fois. « Oh, en effet, dit-il, il me semble que je vous ai vu, que je vous ai connu autrefois. Oui, Caderousse, oui, tu m'as vu, oui, tu m'as connu. Mais qui donc êtes-vous alors, et pourquoi, si vous m'avez vu, si vous m'avez connu, pourquoi me laissez-vous mourir? Parce que rien ne peut te sauver, Caderousse. Parce que tes blessures sont mortelles. Si tu avais pu être sauvé, j'aurais vu là une dernière miséricorde du Seigneur, et j'eusse encore, je te le jure, par la tombe de mon père, essayé de te rendre à la vie et au repentir. Par la tombe de ton père, dit Caderousse, ranimé par une suprême étincelle et se soulevant pour voir de plus près l'homme
qui venait de lui faire ce serment sacré à tous les hommes. « Et qui es-tu donc ?» Le comte n'avait pas cessé de suivre le progrès de l'agonie. Il comprit que cet élan de vie était le dernier. Il s'approcha du moribond et le couvrant d'un regard calme et triste à la fois. « Je suis, » lui dit-il à l'oreille. « Je suis. » Et ses lèvres, à peine ouvertes, donnèrent passage à un nom prononcé si bas que le comte semblait craindre de l'entendre lui-même. Caderousse, qui s'était soulevé sur ses genoux, étendit les bras, fit un effort pour se reculer, puis, joignant les mains et les levant avec un suprême effort, « Oh, mon Dieu, dit-il, pardon de vous avoir renié. Vous existez bien. Vous êtes bien le Père des hommes au ciel et le juge des hommes sur la terre. Mon Dieu, Seigneur, je vous ai longtemps méconnu. Mon Dieu, Seigneur, pardonnez-moi. Mon Dieu, Seigneur, recevez-moi. » Et Caderousse, fermant les yeux, tomba renversé en arrière, avec un dernier cri et avec un dernier soupir. Le sang s'arrêta aussitôt aux lèvres de ses larges blessures. Il était mort. « dit mystérieusement le comte, les yeux fixés sur le cadavre déjà défiguré par cette horrible mort. 10 minutes après, le médecin et le procureur du roi arrivèrent, amenés l'un par le concierge, l'autre par Ali, et furent reçus par l'abbé Busoni, qui priait près du mort. Chapitre 84. Beauchamp. Pendant 15 jours, il ne fut bruit dans Paris que de cette tentative de vol faite si audacieusement chez le comte. Le mourant avait signé une déclaration qui indiquait Benedetto comme son assassin. La police fut invitée à lancer tous ses agents sur les traces du meurtrier. Le couteau de Caderousse, la lanterne sourde, le trousseau de clés et les habits, moins le gilet, qui ne put se retrouver, furent déposés au greffe. Le corps fut emporté à la morgue. À tout le monde, le comte répondit que cette aventure s'était passée tandis qu'il était à sa maison d'Auteuil, et qu'il n'en savait par conséquent que ce que lui en avait dit l'abbé Busoni, qui, ce soir-là, par le plus grand hasard, lui avait demandé à passer la nuit chez lui pour faire des recherches dans quelques livres précieux que contenait sa bibliothèque. Bertuccio seul pâlissait toutes les fois que ce nom de Benedetto était prononcé en sa présence, mais il n'y avait aucun motif pour que quelqu'un s'aperçût de la pâleur de Bertuccio. Villefort, appelé à constater le crime, avait réclamé l'affaire et conduisait l'instruction avec cette ardeur passionnée qu'il mettait à toutes les causes criminelles où il était appelé à porter la parole. Mais 3 semaines s'étaient déjà passées sans que les recherches les plus actives eussent amené aucun résultat, et l'on commençait à oublier dans le monde la tentative de vol faite chez le comte et l'assassinat du voleur par son complice, pour s'occuper du prochain mariage de mademoiselle Danglars avec le comte Andrea Cavalcanti. Ce mariage était à peu près déclaré. Le jeune homme était reçu chez le banquier à titre de fiancé. On avait écrit à M. Cavalcanti père, qui avait fort approuvé le mariage, et qui, en exprimant tous ses regrets de ce que son service l'empêchait absolument de quitter Parme où il était, déclarait consentir à donner le capital de 150 000 livres de rente. Il était convenu que les 3 millions seraient placés chez Danglars, qui les ferait valoir. Quelques personnes avaient bien essayé de donner au jeune homme des doutes sur la solidité de la position de son futur beau-père qui, depuis quelque temps, éprouvait à la bourse des pertes réitérées. Mais le jeune homme, avec un désintéressement et une confiance sublime, repoussa tous ces vains propos dont il eut la délicatesse de ne pas dire une seule parole au baron. Aussi le baron adorait-il le comte Andrea Cavalcanti. Il n'en était pas de même de mademoiselle Eugénie Danglars.
Dans sa haine instinctive contre le mariage, elle avait accueilli Andrea comme un moyen d'éloigner Morcerf. Mais maintenant qu'Andrea se rapprochait trop, elle commençait à éprouver pour Andrea une visible répulsion. Peut-être le baron s'en était-il aperçu, mais comme il ne pouvait attribuer cette répulsion qu'à un caprice, il avait fait semblant de ne pas s'en apercevoir. Cependant, le délai demandé par Beauchamp était presque écoulé. Au reste, Morcerf avait pu apprécier la valeur du conseil de Monte Cristo quand celui-ci lui avait dit de laisser tomber les choses d'elles-mêmes. Personne n'avait relevé la note sur le général, et nul ne s'était avisé de reconnaître dans l'officier qui avait livré le château de Janina le noble comte siégeant à la chambre des pairs. Albert ne s'en trouvait pas moins insulté, car l'intention de l'offense était bien certainement dans les quelques lignes qui l'avaient blessé. En outre, la façon dont Beauchamp avait terminé la conférence avait laissé un amer souvenir dans son cœur. Il caressait donc dans son esprit l'idée de ce duel, dont il espérait, si Beauchamp voulait bien s'y prêter, dérober la cause réelle même à ses témoins. Quant à Beauchamp, on ne l'avait pas revu depuis le jour de la visite qu'Albert lui avait faite, et à tous ceux qui le demandaient, on répondait qu'il était absent pour un voyage de quelques jours. Où était-il ? Personne n'en savait rien. Un matin, Albert fut réveillé par son valet de chambre, qui lui annonçait Beauchamp. Albert se frotta les yeux, ordonna que l'on fît attendre Beauchamp dans le petit salon fumoir du rez-de-chaussée, s'habilla vivement et descendit. Il trouva Beauchamp se promenant de long en large. En l'apercevant, Beauchamp s'arrêta. « La démarche que vous tentez en vous présentant chez moi de vous-même, et sans attendre la visite que je comptais vous faire aujourd'hui, me semble d'un bon augure, monsieur, dit Albert. Voyons, dites vite, faut-il que je vous tende la main en disant « Beauchamp, avouez un tort et conservez-moi un ami » ou faut-il que tout simplement je vous demande « Quelles sont vos armes » Albert, dit Beauchamp avec une tristesse qui frappa le jeune homme de stupeur. Asseyons-nous d'abord et causons. Mais il me semble, au contraire, monsieur, qu'avant de nous asseoir, vous avez à me répondre. Albert, dit le journaliste, il y a des circonstances où la difficulté est justement dans la réponse. Je vais vous la rendre facile, monsieur, en vous répétant la demande. Voulez-vous vous rétracter, oui ou non ? Morcerf. On ne se contente pas de répondre oui ou non aux questions qui intéressent l'honneur, la position sociale, la vie d'un homme comme monsieur le lieutenant-général comte de Morcerf, pair de France. Que fait-on alors ? On fait ce que j'ai fait, Albert. On dit « L'argent, le temps et la fatigue ne sont rien lorsqu'il s'agit de la réputation et des intérêts de toute une famille. On dit « Il faut plus que des probabilités. Il faut des certitudes pour accepter un duel à mort avec un ami. On dit « Si je croise l'épée ou si je lâche la détente d'un pistolet sur un homme dont j'ai, pendant 3 ans, serré la main, il faut que je sache au moins pourquoi je fais une pareille chose, afin que j'arrive sur le terrain avec le cœur en repos et cette conscience tranquille dont un homme a besoin quand il faut que son bras sauve sa vie. » Eh bien, demanda Morcerf avec impatience. Que veut dire cela ? Cela veut dire que j'arrive de Janina. De Janina ? Vous ? Oui, moi. Impossible. Mon cher Albert, voici mon passeport. Voyez les visas. Genève, Milan, Venise, Trieste, Delvino, Janina. En croirez-vous la police d'une république, d'un royaume et d'un empire ? Albert jeta les yeux sur le passeport et les releva, étonné, sur Beauchamp. « Vous avez été à Janina ? dit-il. Albert, si vous aviez été un étranger, un inconnu, un simple lord comme cet Anglais qui est venu me demander raison il y a 3 ou 4 mois et que j'ai tué pour m'en débarrasser, vous comprenez que je ne me serais pas donné une pareille peine, mais j'ai cru que je vous devais cette marque de considération.
J'ai mis 8 jours à aller, 8 jours à revenir, plus 4 jours de quarantaine, et 48 heures de séjour. Cela fait bien mes 3 semaines. Je suis arrivé cette nuit, et me voilà. Mon Dieu, que de circonlocutions, Beauchamp, et que vous tardez à me dire ce que j'attends de vous. C'est qu'en vérité, Albert, on dirait que vous hésitez. Oui, j'ai peur. Vous avez peur d'avouer que votre correspondant vous avait trompé? Oh, pas d'amour-propre, Beauchamp. Avouez, Beauchamp, votre courage ne peut être mis en doute. Oh, ce n'est point cela, murmura le journaliste. Au contraire. Albert pâlit affreusement. Il essaya de parler, mais la parole expira sur ses lèvres. Mon ami, dit Beauchamp du ton le plus affectueux, croyez que je serais heureux de vous faire mes excuses, et que ces excuses, je vous les ferai de tout mon cœur. Mais, hélas. Mais quoi? La note avait raison, mon ami. Comment? Cet officier français? Oui. Ce Fernand? Oui. Ce traître qui a livré les châteaux de l'homme au service duquel il était, pardonnez-moi de vous dire ce que je vous dis, mon ami. Cet homme, c'est votre père. Albert fit un mouvement furieux pour s'élancer sur Beauchamp, mais celui-ci le retint bien plus encore avec un doux regard qu'avec sa main étendue. Tenez, mon ami, dit-il en tirant un papier de sa poche. Voici la preuve. Albert ouvrit le papier. C'était une attestation de 4 habitants notables de Janina, constatant que le colonel Fernand Mondego, colonel instructeur au service du vizir Ali Tebelin, avait livré le château de Janina, moyennant 2000 bourses. Les signatures étaient légalisées par le consul. Albert chancela et tomba écrasé sur un fauteuil. Il n'y avait point à en douter cette fois. Le nom de famille y était en toutes lettres. Aussi, après un moment de silence muet et douloureux, son cœur se gonfla, les veines de son cou s'enflèrent, un torrent de larmes jaillit de ses yeux. Beauchamp, qui avait regardé avec une profonde pitié ce jeune homme cédant au paroxysme de la douleur, s'approcha de lui. « Albert, lui dit-il, vous me comprenez maintenant, n'est-ce pas? J'ai voulu tout voir, tout juger par moi-même, espérant que l'explication serait favorable à votre père et que je pourrais lui rendre toute justice. Mais au contraire, les renseignements pris constatent que cet officier instructeur, que ce Fernand Mondego, élevé par Ali Pacha au titre de général-gouverneur, n'est autre que le comte Fernand de Morcerf. Alors je suis revenu me rappelant l'honneur que vous m'aviez fait de m'admettre à votre amitié, et je suis accouru à vous. » Albert, toujours étendu sur son fauteuil, tenait ses 2 mains sur ses yeux, comme s'il eût voulu empêcher le jour d'arriver jusqu'à lui. « Je suis accouru à vous, » continua Beauchamp, « pour vous dire, Albert, les fautes de nos pères, dans ces temps d'action et de réaction, ne peuvent atteindre les enfants. Albert, bien peu ont traversé ces révolutions au milieu desquelles nous sommes nés, sans que quelque tache de boue ou de sang ait souillé leur uniforme de soldat ou leur robe de juge. Albert, personne au monde, maintenant que j'ai toutes les preuves, maintenant que je suis maître de votre secret, ne peut me forcer à un combat que votre conscience, j'en suis certain, vous reprocherait comme un crime. Mais ce que vous ne pouvez plus exiger de moi, je viens vous l'offrir. Ces preuves, ces révélations, ces attestations que je possède seul, voulez-vous qu'elles disparaissent? Ce secret affreux, voulez-vous qu'il reste entre vous et moi? Confiez à ma parole d'honneur, il ne sortira jamais de ma bouche. Dites, le voulez-vous, Albert? Dites, le voulez-vous, mon ami?
Albert s'élança au cou de Beauchamp. « Ah, noble cœur !» s'écria-t-il. « Tenez !» dit Beauchamp en présentant les papiers à Albert. Albert les saisit d'une main convulsive, les étreignit, les froissa, songea à les déchirer. Mais, tremblant que la moindre parcelle enlevée par le vent ne le revînt un jour frapper au front, il alla à la bougie toujours allumée pour les cigares et en consuma jusqu'au dernier fragment. « Cher ami, excellent ami !» murmurait Albert, tout en brûlant les papiers. « Que tout cela s'oublie comme un mauvais rêve, » dit Beauchamp, « s'efface comme ces dernières étincelles qui courent sur le papier noirci, que tout cela s'évanouisse comme cette dernière fumée qui s'échappe de ces cendres muettes. »« Oui, oui, » dit Albert, « et qu'il n'en reste que l'éternelle amitié que je voue à mon sauveur, amitié que mes enfants transmettront aux vôtres, amitié qui me rappellera toujours que le sang de mes veines, la vie de mon corps, l'honneur de mon nom, je vous les dois. Car si une pareille chose eût été connue, oh, Beauchamp, je vous le déclare, je me brûlais la cervelle. Ou non, pauvre mère, car je n'eusse pas voulu la tuer du même coup, ou je m'expatriais. Cher Albert, dit Beauchamp. Mais le jeune homme sortit bientôt de cette joie inopinée et pour ainsi dire factice, et retomba plus profondément dans sa tristesse. « Eh bien, demanda Beauchamp, voyons qu'y a-t-il encore, mon ami ? » « Il y a, dit Albert, que j'ai quelque chose de brisé dans le cœur. Écoutez, Beauchamp, on ne se sépare pas ainsi en une seconde de ce respect, de cette confiance et de cet orgueil qu'inspire à un fils le nom sans tache de son père. Oh, Beauchamp, Beauchamp, comment à présent vais-je aborder le mien ? Reculerai-je donc mon front dont il approchera ses lèvres, ma main dont il approchera sa main ? Tenez, Beauchamp, je suis le plus malheureux des hommes. Ah, ma mère, ma pauvre mère, dit Albert, en regardant à travers ses yeux noyés de larmes le portrait de sa mère. Si vous avez su cela, combien vous avez dû souffrir. Voyons, dit Beauchamp en lui prenant les deux mains. Du courage, ami. Mais d'où venait cette première note insérée dans votre journal ? S'écria Albert. Il y a derrière tout cela une haine inconnue, un ennemi invisible. Eh bien, dit Beauchamp, raison de plus. Du courage, Albert. Pas de traces d'émotion sur votre visage. Portez cette douleur en vous, comme le nuage porte en soi la ruine et la mort. Secret fatal que l'on ne comprend qu'au moment où la tempête éclate. Allez, amis, réservez vos forces pour le moment où l'éclat se ferait. Oh, mais vous croyez donc que nous ne sommes pas au bout ? Dit Albert, épouvanté. Moi, je ne crois rien, mon ami. Mais enfin, tout est possible. À propos. Quoi ? Demanda Albert, en voyant que Beauchamp hésitait. Épousez-vous toujours mademoiselle Danglars ? À quel propos me demandez-vous cela dans un pareil moment, Beauchamp ? Parce que, dans mon esprit, la rupture ou l'accomplissement de ce mariage se rattache à l'objet qui nous occupe en ce moment. Comment ? Dit Albert, dont le front s'enflamma. Vous croyez que M. Danglars... Je vous demande seulement où en est votre mariage. Que diable ! Ne voyez pas dans mes paroles autre chose que je ne veux y mettre, et ne leur donnez pas plus de portée qu'elles n'en ont. Non, dit Albert, le mariage est rompu. Bien, dit Beauchamp. Puis, voyant que le jeune homme allait retomber dans sa mélancolie, « Tenez, Albert, lui dit-il, si vous m'en croyez, nous allons sortir. Un tour au bois en phaéton ou à cheval vous distraira. Puis, nous reviendrons déjeuner quelque part, et vous irez à vos affaires et moi aux miennes. » Volontiers, dit Albert, mais sortons à pied. Il me semble qu'un peu de fatigue me ferait du bien. Soit, dit Beauchamp.
et les deux amis, sortant à pied, suivirent le boulevard. Arrivés à la Madeleine, « Tenez, dit Beauchamp, puisque nous voilà sur la route, allons un peu voir monsieur de Monte Cristo. Il vous distraira. C'est un homme admirable pour remettre les esprits en ce qu'il ne questionne jamais. Or, à mon avis, les gens qui ne questionnent pas sont les plus habiles consolateurs. » « Soit, dit Albert. Allons chez lui. Je l'aime. » Fin du tome 3e.